Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes désormais plus de 500 sur la chaîne. Merci à vous. Je sais pas quoi dire d'autre à part merci, alors passons à l'histoire. C'est parti. Le fils de l'horloger. Ma grand-mère me racontait cette histoire lorsque j'étais enfant. C'est arrivé il y a très longtemps, dans un village dont il ne reste que des ruines aujourd'hui. À cette époque, les jeunes se rencontraient dans les bals populaires, qui étaient organisés régulièrement, dans chaque bourgade. Au cours de l'une de ces soirées, une jeune fille attira particulièrement l'attention par sa beauté. Elle venait d'arriver dans la région, et c'était le premier bal auquel elle participait. Son visage d'ange, son sourire malicieux, sa chevelure d'or, sa taille fine et sa grâce naturelle, tout dans sa personne captait les regards. Les jeunes hommes se bousculaient pour lui offrir une danse, une fleur ou un compliment. Les autres jeunes filles en étaient vertes de jalousie et n'hésitaient pas à mettre en doute la vertu de la belle, chacune y allant de son commentaire. L'un de ses prétendants se démarquait ridiculeusement par son physique ingrat et sa silhouette chétive. C'était un horloger qui avait récemment ouvert une boutique en ville. Il tenta sa chance avec une rose, mais fut vivement éconduit, comme bien d'autres d'ailleurs. Malgré cela, le charme de la jeune femme ébranla profondément son cœur, et il prit pour résolution de lui offrir un cadeau digne de sa beauté. De retour chez lui, il commença à dessiner des plans. Il y mit toutes ses compétences et toute sa créativité. Chaque soir, après la fermeture de son magasin, il restait de longues heures dans son atelier. Il en fut ainsi pendant plusieurs mois, mais la passion de l'artisan était plus forte que sa fatigue. Quand il fut satisfait de son œuvre, il arpenta les musettes, à la recherche de celle qui hantait son esprit. Il la retrouva, et par chance elle n'avait pas encore trouvé Marie. Il s'approcha et lui tendit le présent, sans oser la regarder. Dubitative, elle s'en saisit. C'était un médaillon, sur lequel était gravé son visage, un dessin particulièrement ressemblant. En soupesant l'objet, elle comprit qu'il renfermait un secret, et l'ouvrit délicatement. À sa grande surprise, le bijou produit une douce mélodie. C'était incroyable, probablement la plus petite boîte à musique du monde. Une telle prouesse technique tenait tout simplement du génie. Comment c'était possible? Était-ce de la magie? La jeune femme pressa de questions le garçon. Puis les interrogations laissèrent place à une conversation plus cordiale, qui déboucha sur une danse, puis une autre, et ainsi de suite. L'horloger avait su toucher le cœur de sa douce, et cette dernière avait perçu à quel endroit se trouvait la véritable beauté de celui qui deviendrait son époux. Le mariage fut sobre et discret, mais les sentiments des deux amoureux ne faisaient aucun doute. Les jeunes mariés s'installèrent dans le village où leur amour était devenu réciproque. Les années passèrent, et l'horlogerie du couple devint florissante. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la femme donna naissance à un magnifique petit garçon, en parfaite santé. Mais leur réussite avait un prix. La jalousie, un sentiment silencieux, sournois et irrationnel, qui gravitait dans leur entourage, derrière le masque de l'hypocrisie. L'enfant manifesta très tôt une intelligence rare. Son professeur ne tarissait d'éloges à son sujet, invitant ses camarades de classe à prendre exemple sur lui, clamant qu'il irait loin dans la vie et qu'il pourrait devenir quelqu'un d'important. Les paroles de l'enseignant n'eurent pour effet que d'isoler le garçonnet et d'attiser dans la classe une haine insidieuse. Et par un après-midi d'hiver, à la sortie de l'école, ce sombre sentiment éclata en une folie furieuse. Entraînés par l'effet de groupe, les enfants rouèrent de coups le malheureux, puis l'abandonnèrent dans la neige, chacun rentrant chez soi, comme si de rien n'était. Le petit fut retrouvé tard dans la nuit. Il survécut, mais garda des séquelles irréversibles, et ne prononça plus le moindre mot. Il ne retourna jamais à l'école. Sa famille déménagea dans une maison isolée, à quelques lieues du village, et son père le forma au métier d'horloger. Le jeune apprenti exprima de l'intérêt pour les automates, et commença à fabriquer des lapins mécaniques et toutes sortes de jouets fabuleux,
qui vinrent s'ajouter aux somptueuses horloges de la boutique. Ne pouvant interagir avec la clientèle, le jeune artisan passait tout son temps dans l'atelier, entouré de ses créations et de prototypes toujours plus révolutionnaires et audacieux. Une rumeur prétend même qu'il aurait découvert le secret de la machine à mouvement perpétuel. L'adolescent devint un adulte très secret, solitaire et étrange, mais néanmoins épanoui. Malheureusement, les envieux et les jaloux sont partout. L'affaire familiale devint la cible de calomnies, de menaces anonymes et de vandalisme. Durant un après-midi d'automne, alors qu'il travaillait à la conception d'une poupée mécanique, le fils de l'horloger fut interrompu par un hurlement féminin et le bruit d'une calèche. Il se précipita dans la rue pour découvrir au milieu de la route sa mère sans vie, le corps désarticulé, une marque de sabot déformant affreusement son joli visage. Face à cette vision cauchemardesque, le jeune homme fut secoué par des spasmes qui laissèrent place à un rire nerveux, un rire démentiel. Les circonstances du drame n'eurent jamais d'explication, et l'horloger ne put supporter la mort de son épouse, qu'il s'empressa de rejoindre à l'aide d'une corde à nœud coulant, laissant à son fils l'entreprise, qui fut rapidement vendue, et la maison isolée, qu'il habita tel un ermite. Les enfants du village le trouvaient effrayant et se lançaient pour défi d'aller jusqu'à chez lui. Ils appelaient sa demeure la maison du fou, ou encore l'antre du sorcier, car on y percevait à toute heure des bruits et des mouvements étranges. Mais par une nuit de décembre, tout le village fut réveillé par une musique entraînante. Les bambins, comme leurs parents, n'en crurent pas leurs yeux. La rue principale était traversée par une procession de jouets. Poupées, peluches et pantins dansaient au rythme d'une mélodie mécanique. Leurs sourires figés et leurs bras grands ouverts étaient une invitation au câlin, à laquelle aucun enfant ne put résister. Et soudain, la berceuse prit fin, pour laisser place à un cliquetis suspect. Les marmots étaient prisonniers de l'étreinte des jouets, qui se resserra, puis se resserra, puis se resserra, brisant leur cage thoracique, les condamnant à une mort atroce et inévitable. L'horreur et l'immense tristesse des villageois laissa instantanément place à la plus légitime et à la plus noire des colères, et tous comme un seul homme se précipitèrent au domicile du responsable de l'infanticide, qu'ils tabassèrent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le retour dans la grande rue se fit dans un silence de plomb. Les jouets avaient tous disparu. Seuls restaient les petits corps inertes, au milieu de mares de sang encore tièdes. Un village sans enfants n'a plus aucun avenir. C'est pour cette raison qu'il n'en reste que des décombres à présent. Ma grand-mère disait souvent « N'allez jamais vous amuser près des ruines, où les jouets du fils de l'horloger vous attraperont et vous serreront si fort dans leurs bras que vous en mourrez. » Ma sœur et moi pensions que ce n'était qu'une histoire, pour effrayer les enfants, pour les dissuader d'aller dans des endroits dangereux. Il y a 2 semaines, mon neveu et ses amis ont réclamé à camper à proximité des vestiges. On leur a fait confiance. À 12 ans, on est suffisamment mature pour ne pas se mettre en danger, et pour téléphoner en cas de problème, si on avait su. On ignore où ils sont, on ne les a pas retrouvés, et au cours de la nuit de leur disparition, ma sœur a trouvé un message sur sa boîte vocale. On y entend des craquements, des sons gutturaux, et la mélodie d'une boîte à musique.